Bonjour, je consacre aujourd'hui une capsule que je vais essayer de synthétiser et de rendre pas trop rébarbative sur la réalité de la situation de la France aujourd'hui et sur le chaos qui risque d'arriver si nous ne répondons pas à la gravité de la situation par un projet politique cohérent et sérieux. Alors, on ne va pas épiloguer, je sais que pour beaucoup de gens la colère est importante, beaucoup de gens considèrent qu'Emmanuel Macron est le responsable direct de ce chaos, certains disent même qu'il adore ça et que son plan était de déstructurer la France, que Macron aime gouverner par le chaos, par les crises, par cette espèce d'impétuosité, j'en suis assez convaincu, qu'il aime le clivage et qu'il pense qu'il faut cliver pour gouverner, j'en suis aussi convaincu. Maintenant, je ne vais pas aujourd'hui épiloguer sur les responsabilités dans la situation que nous connaissons. Ce qui est sûr, c'est que les finances publiques en France sont devenues un sujet majeur, un sujet problématique, et il faut dire la gravité de la situation à ceux qui pensent que le budget, le déficit budgétaire, c'est une ligne sur un tableau Excel et que c'est pas très important et qu'au fond on peut vivre avec, il n'y a pas de problème. On l'a lu beaucoup, y compris, on l'a entendu dans la bouche de gens très sérieux. Je rappelle que encore en septembre 2023, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, disait on va rembourser la dette qui s'est énormément creusée, qui a explosé pendant le Covid, on va la rembourser grâce à la croissance. Et donc il y a une école qui est très largement une école formée par l'ENA ou par Sciences Po, qui pense que la meilleure façon de rembourser une dette, c'est de faire de la croissance économique, et pour faire de la croissance économique, il faut de la dépense publique. L'État investit, il y a des théories là-dessus, le multiplicateur keynésien notamment, beaucoup en parlent, peu savent réellement ce que c'est, mais au nom du multiplicateur keynésien, il y a une théorie qui est que quand on met quand l'État dépense 1 euro dans l'économie, même en recrutant des fonctionnaires, eh bien, il fabrique de la croissance et la croissance permet de rembourser la dette. Cette idée, je tiens à le dire, elle domine chez les macronistes. Très souvent, les macronistes sont accusés d'être des libéraux. En réalité, les libéraux ne pensent pas que la dette publique fasse de la croissance économique. Macron pense que la dette publique fait de la croissance économique. C'est une idée qui est très forte dans l'univers macroniste, dans l'univers Sciences Po en général. J'ai parlé de François Villeroy de Galhau. Mais enfin, il faut dire que la Cour des comptes elle-même a dit que la croissance économique, a écrit que la croissance économique permettrait de rembourser la dette presque mécaniquement, sans effort. Et Bruno Le Maire lui-même appartient à cette école où on considère que, on fait de la dépense publique, il y aura de la croissance économique et ça permettra de rembourser la dette. C'est une idée qui est forte dans le macronisme et qui nous a mis dans l'état qu'on connaît. Je vais y revenir. C'est une idée qui existe aussi au Rassemblement national. L'économiste du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui lui-même est un ancien de Sciences Po, est un héritier de cette école de la dépense publique où on explique aux gens, vous mettez l'État investi, l'État recrute des fonctionnaires qui vont mettre en place des procédures, des interventions économiques, des décrets, et en bout de course, il y aura de la croissance économique et ça permettra de rembourser la dette. Donc, c'est pas la peine de réduire les dépenses, au contraire, augmentons-les. Il faut avoir conscience que derrière les apparences, sur la conception même de la politique et du rôle de l'État, le Rassemblement national et la République, la Renaissance, sont très proches, comme ils sont très proches d'un Glucksmann, comme ils sont très proches de l'ensemble de la gauche. Donc il y a évidemment des différences politiques entre les macronistes et le Rassemblement national. Il y a des différences d'appréciation, par exemple, sur le rôle de l'immigration, sur l'ouverture au progrès moral, entre guillemets, les droits nouveaux, l'euthanasie, le mariage pour tous, la GPA, etc. Tout ça, ce sont des différences sur les valeurs, on va dire ça comme ça. Mais dans la conception, j'allais dire systémique, dans la conception du squelette du système, eh bien, La République en marche et le Rassemblement national sont sur les mêmes conceptions des bienfaits de la dépense publique. Et donc, de ce point de vue,
en l'état, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une adaptation à la réalité, mais en l'état, les deux univers, RN et Renaissance, partagent énormément de certitudes, de convictions, de croyances sur la façon de développer l'économie, et c'est une croyance essentiellement fondée sur le déficit et l'endettement. Ça explique que en 1974, on ait lancé la première année à déficit budgétaire et que depuis 1974, la France n'ait jamais connu de situation d'excédent budgétaire, alors que l'Allemagne a inscrit dans ses textes la règle d'or, qui est en gros une règle qui interdit le déficit public pour financer les dépenses de fonctionnement. L'investissement, ça se discute, mais le fonctionnement, on le garde, on le finance par l'impôt, pas par le déficit. Nous, en France, on a considéré l'inverse. Autant les Allemands sont des partisans de l'ordolibéralisme, mais il faut le redire, l'ordolibéralisme n'est pas une théorie d'extrême droite, c'est une théorie de gauche, c'est l'économie social-démocrate en Allemagne se fonde sur le principe de l'ordolibéralisme. Eh bien, en France, même la droite a pratiqué le déficit budgétaire avec une sorte de conviction religieuse que ça permettait de faire de la croissance économique. Donc de ce point de vue-là, il y a bien une identité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de 1974, la France s'est lancée dans une politique de déficit budgétaire pour faire face au ralentissement de la croissance. Alors en réalité, la France, elle a deux visages, j'en parle rapidement, parce que très souvent on a l'impression qu'on est un pays dépensier. En fait, c'est assez injuste. Il y a eu des phases en France où nous avons été très dépensiers et très déficitaires. C'était le cas notamment après 1945, où le déficit budgétaire est devenu une croyance collective, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas aborder ici. Mais il y a eu des phases où nous étions au contraire très vertueux économiquement. Ça a été particulièrement le cas avant 1914. La Troisième République a été un univers d'équilibre budgétaire et de bonne gestion jusqu'en 1914. Entre 1914 et 1926, il y a eu des dérapages, mais qui étaient très largement liés à l'économie de guerre, mais la stratégie du franc Poincaré, qui avait le fameux plan Poincaré de 1928, qui avait été élaboré par Jacques Rueff, à l'époque jeune inspecteur général des finances, va rétablir les comptes, l'équilibre des comptes, et redisons-le, le général de Gaulle, en 1958, arrive avec l'idée qu'il faut rétablir les comptes publics que la 4ème République a dégradé. Et donc, il demande au même Jacques Rueff, qui avait fait 30 ans plus tôt le plan Poincaré, il lui demande de faire un plan, avec Antoine Pinet, qui traîne les pieds d'ailleurs, et Jacques Rueff va faire le fameux plan Rueff, qui va permettre de rétablir les excédents budgétaires jusqu'en 1974, et qui va permettre à la France d'être un pays prospère, et qui apporte une vraie amélioration au niveau de vie. Mais redisons-le là aussi, gardons-nous des visions angéliques que je lis parfois. La France sous le général de Gaulle, c'est pas les 35 heures payées des 1000 et des 100. C'est un pays où on fait entre 45 et 48 heures de travail par semaine, avec peu de congés payés et des salaires qui sont bas. Il faudra mai 68 pour exiger des revalorisations colossales de salaires que le Premier ministre Pompidou d'ailleurs poussera en avant, mais débordé par la CGT. Donc l'ère de Gaulle n'est pas du tout l'ère de prospérité, d'abondance qu'on nous décrit très souvent. C'est d'abord une ère de rigueur, de travail, de discipline. Et si la France a pu vivre ensuite richement, c'est très largement grâce à l'assainissement des finances publiques et grâce à la logique de production que le général de Gaulle a développée. Et si vous voulez, on parlera aussi à l'occasion de la position du général de Gaulle sur le programme du CNR, notamment sur la création d'une sécurité sociale, où en réalité le général de Gaulle n'était pas du tout favorable à la création d'une sécurité sociale. D'ailleurs, il a assez vite démissionné après. Bon. On revient à nos moutons. Pourquoi vivons-nous aujourd'hui un chaos ? Eh bien, c'est très simple, c'est que depuis 1974, la classe politique française, qui c'est vrai, est dominée par l'énarchie, a la doctrine, la conviction, la religion, j'allais dire la superstition de la dépense publique. C'est l'État dépense, donc c'est bon pour la croissance, donc la dette va se rembourser toute seule. Si on finance
des dépenses par le déficit, eh bien la croissance économique que le déficit va créer va permettre de rembourser la dette de façon indolore. C'est une croyance très profonde dans les élites françaises, dans l'univers Sciences Po, dans cette pensée social-démocrate qui s'est installée et qui irrigue, je le redis, jusqu'au Rassemblement national aujourd'hui. Or, il faut dire la vérité profonde, c'est que en France, on a un problème sur la photo et sur le film. La photo, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons une dette qui est égale à 112% de notre richesse produite chaque année. Lorsque, en gros, François Hollande est arrivé au pouvoir en 2012, cette proportion était d'un peu plus de 60%. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une dizaine d'années, le poids de la dette en France a doublé sous l'effet d'une politique à laquelle Emmanuel Macron lui-même n'était pas étranger, puisque vous savez qu'il a été présenté comme l'économiste du programme de François Hollande. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est-à-dire sur les dossiers économiques, et il a été ministre de l'économie avant d'être président de la République. Et donc, d'une certaine façon, Emmanuel Macron est l'homme qui, sous des dehors très présentables pour son électorat et sous des travaux de communication où il est apparu comme un modernisateur, comme un Mozart de la finance, comme l'homme d'une certaine rigueur budgétaire, eh bien Emmanuel Macron est en réalité l'homme du déficit et l'homme de la dépense publique. C'est pourquoi je pense que tous ceux qui disent mais depuis Macron on vit sous la tyrannie du libéralisme, c'est évidemment le contraire. On vit sous la tyrannie d'une école de pensée qui est fondamentalement interventionniste, de nature socialiste ou social-démocrate, fondamentalement de gauche et fondamentalement à l'opposé de ce qu'on appelle la politique de l'offre. Alors, je ne vais pas détailler aujourd'hui ce qu'est la politique de l'offre, ni en quoi Emmanuel Macron a fait croire qu'il l'a menée, mais il ne l'a pas réellement menée. Mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a accepté, c'est vrai, un certain nombre de baisses d'impôts pour les entreprises ou les entrepreneurs. Dans la continuité d'ailleurs, il les a acceptés et menés, uniquement financés par du déficit. C'est-à-dire que pendant qu'il diminuait un certain nombre d'impôts, Emmanuel Macron ne diminuait pas les dépenses et donc il a laissé le déficit se creuser à tel point qu'aujourd'hui le déficit atteint des proportions qui ne sont plus gérées. Donc on a un stock de dette qui est extrêmement élevé, on a un déficit qui atteint des proportions records. Moi je me souviens quand j'étais dans la haute administration au début des années 2000, on se disait mais un déficit budgétaire de 80 milliards d'euros, vous imaginez pas, c'est insupportable, c'est cataclysmique, on ne peut pas supporter ça. Et à l'époque, on se disait un déficit, un service de la dette de 80 milliards d'euros, c'était énorme. Un déficit de 60 milliards, c'était énorme. Aujourd'hui, on a un déficit de 175 milliards d'euros, c'est-à-dire que le déficit a triplé en volume en quelques années. Le service de la dette, alors, grâce à la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, a pu baisser pendant quelques années, mais mécaniquement, il va augmenter. Et le service de la dette, bientôt, il dépassera le budget d'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il va nous étouffer. Et d'une certaine façon, c'est Emmanuel Macron qui est l'homme qui a porté cette politique avec Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire, ça fait quand même 7 ans qu'il est à Bercy, et donc ça fait 7 ans que il ne peut méconnaître la situation des finances publiques, même si aujourd'hui il a tendance à jouer au père la vertu pour justifier son éviction du gouvernement et probablement son lancement pour 2027. Mais dans cette affaire, il faut avoir à l'esprit que la situation de 112% de déficit de dette sur le PIB, c'est évidemment quelque chose qui existe dans d'autres pays. Le Japon est très endetté, l'Italie est très endettée, la Belgique est très endettée, la France n'est pas la seule dans ce cas. Donc d'une certaine façon, si la photo n'est pas réjouissante, on peut se dire au fond, il y a pire, il y en a qui survivent, etc. Le problème, c'est le film qui va avec la photo. C'est que lorsque la situation est gérée, lorsqu'elle est maîtrisée,
on peut se dire qu'au fond, eh bien, voilà, le Japon, ça fait des années que la dette publique qui représente 200% du PIB, mais il y a une forte épargne privée, et donc tout va bien. Le problème, c'est quand la situation dérape et n'est plus tenue politiquement. Et c'est le cas en France. Politiquement, la situation financière de l'État n'est pas tenue. C'est-à-dire que, en gros, depuis, je vais le schématiser comme ça, entre 2008 et 2011, François Fillon, Premier ministre, est parvenu à rétablir les comptes publics, à participer à une politique de désendettement de la France, ou en tout cas de modération du déficit et de maîtrise des finances publiques. Lorsque François Hollande est arrivé, le déclin des finances publiques a commencé. Et je le redis, on ne peut pas oublier qu'Emmanuel Macron était aux manettes à l'époque dans l'univers de François Fillon, dans l'univers de François Hollande, pardon. Et donc, le déclin des finances publiques, on va dire le dérapage des finances publiques commence avec l'arrivée de François Hollande, et la France est le seul pays, un des seuls pays de l'Union européenne, pratiquement même le seul pays de l'Union européenne, avec l'Italie, qui n'est pas encore... Il y a eu l'épisode Draghi en Italie, mais la France est le seul pays de l'Union européenne, le seul grand pays de l'Union européenne qui n'est pas parvenu à pratiquer un désendettement important après la crise de 2008. On rappelle que la crise de 2008 a été cataclysmique, que effectivement à l'époque Nicolas Sarkozy a pratiqué une politique d'endettement pour relancer l'activité, mais qu'ensuite il s'était forcé de revenir en arrière avec la légitimité politique qui était la sienne, on l'a oublié, mais assez faible, car Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'un rejet massif qui expliquera sa défaite face à François Hollande. Le problème, c'est que François Hollande arrivant au pouvoir, il n'a pas pratiqué la politique de désendettement que nos voisins ont pratiqué et que Nicolas Sarkozy avait commencé à pratiquer. Il a au contraire laissé filer la dette en partant du principe c'est l'État qui paye. Donc, vous vous souvenez de cette phrase de François Hollande qui disait c'est l'État qui paye, et donc en gros on s'en fout si les finances publiques partent en quenouille. Le problème, c'est que durant ces 2 premières années de mandat, c'est-à-dire 2018-2019, Emmanuel Macron a pratiqué une politique prudente, de baisse d'impôts, sans baisse réelle de dépenses, mais au fond, la situation était encore tenable, le Covid est arrivé, et Emmanuel Macron a lancé sa politique de chèque à tout va. Alors en réalité, la politique de chèque a commencé avec les Gilets jaunes, vous vous souvenez de cet épisode, où en novembre 2018, une quasi-insurrection prend forme, des manifestants prennent pratiquement l'Élysée en fin novembre 2018, ils prennent l'Arc de Triomphe début décembre, et Emmanuel Macron commence à faire des chèques pour calmer les foules. C'est, on le redit, le rôle essentiel de l'État-providence n'est pas de protéger, le rôle essentiel de l'État-providence, il est de tenir l'ordre social, de dominer la société pour la contrôler. Et donc les politiques de chèque commencent dès 2019, et avec le Covid, alors là, c'est nos limites, c'est à guichet ouvert, et vous vous souvenez qu'il y a une quasi-nationalisation de l'économie pendant les 2 mois du premier confinement, puis un peu moins, mais quand même, durant le confinement suivant. Donc, tout ça va créer une dette extraordinaire, et là aussi, à la différence de nos voisins qui se sont désendettés et qui ont fait le choix de reprendre en main leurs finances publiques après la crise du Covid, Emmanuel Macron, lui, pour des raisons de politique intérieure, ne le fait pas. D'abord parce qu'il a cette religion selon laquelle la dépense publique est une bonne chose, ensuite parce que politiquement il n'a pas la légitimité pour gouverner de façon pacifique, en plus c'est un guerrier, c'est un provocateur, vous vous souvenez de ces petites phrases, je souhaite emmerder les non-vaccinés, qu'ils viennent me chercher s'ils osent, après l'affaire Benalla, toutes ces provocations populaires, eh bien elles se payent par des chèques qu'on fait pour calmer les gens,
pour éviter qu'ils ne se révoltent. Et comme on n'est plus capable d'expliquer une politique légitime, eh bien, et acceptable, audible par les gens, eh bien, on fait des chèques pour qu'ils se calment et pour les amadouer d'une certaine façon. Et donc, le problème, c'est que dans cette stratégie d'achat de l'opinion publique, Emmanuel Macron va nous mettre en difficulté collective parce que d'un côté, l'Union européenne nous oblige à respecter les fameux critères de Maastricht. On le redit, alors la presse subventionnée n'en a pas parlé, mais Bruno Le Maire a, lors d'un conseil européen, lors d'un conseil, un euro, je ne vais pas retrouver le nom, un conseil des ministres européens des finances en décembre, en Eurogroupe, en décembre, Bruno Le Maire va accepter un durcissement du pacte de stabilité qui est en annexe du traité de Maastricht et qui oblige la France à réduire fortement ses déficits avec une stratégie. Alors, Bruno Le Maire négocie un chemin un peu facilité jusqu'en 2027, mais après 2027, les conditions de retour à l'équilibre financier seront durcies à la demande de l'Allemagne, ce qui sera douloureux pour la France. Et malgré ces engagements, Bruno Le Maire, on le sait aujourd'hui, ment sciemment sur la réalité du déficit, c'est-à-dire que le déficit était annoncé à 5,1% du PIB de mémoire au 31 décembre 2023. Dès le mois d'octobre, Bruno Le Maire est alerté sur le fait que le déficit a filé et qu'on sera plutôt à 5,5% du PIB. Et Bruno Le Maire est rappelé à l'ordre par ses services de Bercy début décembre, mais il continue à cacher la réalité des Français. La réalité aux Français, il va la cacher jusqu'au mois de février, où là on est obligé d'admettre qu'on a menti et que le déficit a beaucoup plus dérapé que prévu. Et c'est ce film-là qui gêne. Au fond, que la photo soit déjà peu réjouissante avec une dette importante, un déficit important, c'est une chose, mais qu'on ne soit plus en état de maîtriser la situation, alors même qu'on va à Bruxelles signer avec les Allemands un durcissement du traité de Maastricht et un engagement à réduire rapidement les dépenses. Quelques semaines plus tard, on découvre que Bruno Le Maire a menti aux Français, il a menti à ses partenaires allemands, et en réalité, le déficit est en train de filer, de flancher, alors qu'on s'est engagé à le réduire. Et ça, c'est une difficulté parce que ça montre que si Bercy est capable de comptabiliser la situation financière dans ce qu'elle a de plus inquiétant et de plus catastrophique, le problème, c'est qu'il n'y a plus de classe politique qui soit capable de prendre les mesures nécessaires pour gérer les finances publiques. Et dans le jeu qui s'est noué entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, on sait qu'Emmanuel Macron a exigé tout au long de la campagne électorale qu'on ne parle pas du déficit, qu'on le minimise et qu'on passe à autre chose pour ne pas alerter l'opinion française à l'approche des élections. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système politique où les dirigeants savent qu'ils n'ont plus la légitimité pour imposer des politiques de rigueur qui sont pourtant indispensables, et ça signifie qu'ils font le choix de mentir sciemment à la population pour gagner les élections qu'ils ne parviennent d'ailleurs pas à gagner. Donc ça, c'est une situation compliquée, et la question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, je ferai une vidéo sur les risques, notamment liés à l'application du programme économique du Rassemblement national et les risques sur la fiscalité, et notamment sur la fiscalité sur le patrimoine. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faudra aller chercher de l'argent quelque part, personne ne diminuera fortement les dépenses, et donc il y aura une fiscalité sur le patrimoine. Je ferai une vidéo détaillée sur les possibilités qui vont s'offrir au Rassemblement national pour agir sur ce sujet. Mais je parle maintenant indépendamment de la situation partisane, j'allais dire. Qu'est-ce qui va se profiler? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget de l'État et d'une manière générale les dépenses publiques, ce sont des porte-avions nucléaires et même des giga porte-avions nucléaires. Donc ça ne se manie pas
comme une petite vedette. C'est-à-dire que le gouvernement qui va arriver début juillet n'aura pas la faculté de dire on fait comme ci, on fait comme ça, d'ici au 31 décembre 2025. Il y a des millions de fonctionnaires qui dépensent de l'argent tous les jours. Ce n'est pas en quelques heures qu'on va réorienter les politiques publiques. Et même le budget 2025 sera de toute façon un budget qui va continuer avec la lourdeur des engagements précédents de la France et des gouvernements précédents. La grande naïveté consiste à croire que le pouvoir c'est simple. Je lis très souvent des commentaires de gens qui disent « Ah, gentil, lui méchant ». J'ai vu au moment de la préparation des élections européennes, j'avais sondé une possible candidate qui est héritière de la mouvance que je vois dire tous des pourris, et cette dame me dit de toute façon on fera mieux que les élus actuels, ce ne sera pas très compliqué. Bon, moi je pense que c'est compliqué, je pense qu'il n'y a que les gens qui n'ont jamais exercé le pouvoir qui croient que le pouvoir c'est simple. Le pouvoir c'est compliqué, alors pour des raisons très simples. C'est d'abord que vous êtes en permanence en surcharge de travail, donc vous n'avez plus le temps de penser réellement, et puis vous avez face à vous une administration qui ne vous dit pas forcément tout, dont vous êtes dépendant parce que c'est elle qui possède les données, les informations, et cette administration, elle est pléthorique. Et donc, la quadrature du cercle, c'est il y a deux méthodes pour faire face à cette administration. Il y a ceux qui disent bon, on va se doter d'un cabinet ministériel puissant avec beaucoup de conseillers, et le problème c'est que les conseillers se substituent à l'administration et qu'à un moment donné il y a une déconnexion entre ce que l'administration fait dans son coin et ce que le cabinet fait dans son coin. Et là on commence à avoir des rails écartés. Puis il y a l'autre école, si vous voulez, qui consiste à dire ben nous on va faire un cabinet très resserré et on va gouverner directement avec l'administration. Et là aussi c'est un sujet compliqué parce que tôt ou tard l'administration vous phagocyte et vous paralyse par son inertie. Par son inertie, ça veut dire que le ministre demande une fois, deux fois, trois fois à tel directeur une note sur tel sujet et le projet ne voit jamais le jour. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont absolument terribles. Et on vous explique, oui mais non, et puis dans l'urgence, dans la précipitation, rien n'avance et tout s'englue. Voilà. Donc ça, ce sont des phénomènes très bien connus dans l'administration française et contre lesquels il faut savoir lutter, et ça n'est pas très simple. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'arrive pas au pouvoir un 7 juillet, un 8 juillet, un 9 juillet en disant d'ici fin août on aura pris telle et telle mesure, et puis dans la foulée on change les dispositions de la loi de finances en cours pour faire autrement. Donc là-dessus, personne n'a jamais imaginé ça. Voilà. Donc dans l'affaire, le risque face auquel on est, c'est que le mouvement du bateau soit emporté par sa propre inertie. C'est-à-dire que pratiquement on ne puisse pas faire avancer, changer la trajectoire, éviter le mur qui arrive devant nous. Et le risque, c'est que, sans une capacité à dominer l'administration et à développer un projet intelligent, on suive le rythme de ce déficit qui dérape. Alors, il dérape pour des raisons qu'on connaît. Là, on annonce par exemple que le retour du déficit sur le régime des retraites, et donc c'est une possibilité. Le risque avec ce déficit sur le régime des retraites, c'est que d'abord il y ait une spéculation sur la faillite de la France, sur son incapacité à honorer ses traites. Et vous savez, les retraites c'est extrêmement coûteux, c'est 9 milliards de dépenses chaque mois, en début de mois, à sortir du compte en banque. Et l'autre risque, c'est que tout ça nourrisse le sentiment qu'effectivement la situation n'est pas gérée et qu'il n'y a pas de projet alternatif. Et donc on va devoir se heurter à cette contamination des esprits selon laquelle, au fond,
la situation française risque d'être en extrême danger et qu'il faut spéculer sur l'échec du gouvernement qui arrive et sur une faillite du pays. Et la peur, la méfiance vis-à-vis de la capacité des équipes qui arrivent à tenir la situation peut être un élément extrêmement dangereux. Le deuxième risque auquel on est confronté, c'est de devoir s'entendre dire, comme on ne trouve pas de solution pour diminuer le déficit en diminuant les recettes, eh bien il n'y a qu'à augmenter les... c'est l'inverse. Quand on ne trouve pas de solution pour diminuer les dépenses, pour diminuer le déficit, eh bien il n'y a qu'à augmenter les recettes. Et donc le risque auquel on s'expose, c'est d'avoir assez rapidement une stratégie d'augmentation massive des impôts qui aura un effet terrible sur l'économie, puisque nous sommes déjà accablés d'impôts et beaucoup ont inventé des mythes sur de l'argent caché. Le mythe des 160 milliards d'aides aux entreprises, qui est un fantasme, le mythe de la fraude fiscale qui représenterait 100 milliards. Donc beaucoup de gens imaginent que, on remet quand même le pendu à l'heure, le produit intérieur brut en France c'est grosso modo 3 000 milliards d'euros et les impôts c'est grosso modo 1 600 milliards d'euros par an. Donc le fantasme, c'est de croire que sur les 1 400 milliards qui restent, on peut encore en pomper 300 et avoir parce que sur les entreprises, sur les riches qui sont des fraudeurs par principe, et que nous basculions dans une société de la surveillance et dans une société de l'inquisition fiscale avec des entreprises qui vont fuir. Et ça, c'est un problème, parce qu'elles sont moins imposées dans d'autres pays et qu'au fond, c'est plus facile d'aller vivre sa vie ailleurs. Ça, c'est le sujet majeur qui nous pend au nez. Donc là-dessus, il faut avoir conscience que la position des gouvernements qui vont arriver ne va pas être simple. Et dans l'hypothèse où le Rassemblement national gagne les élections, ce qui est une hypothèse très probable, eh bien, il devra faire face à l'épreuve du pouvoir. Or, aujourd'hui, le Rassemblement national explique très largement qu'il va parvenir à réindustrialiser la France, à faire du protectionnisme agricole, à garder notre modèle social et à relever le pays. Or, il y a une impossibilité technique, c'est que effectivement, si on mène cette politique, eh bien, on va aggraver le déficit qui est déjà très grand, et on va devoir expliquer à nos partenaires que nous ne respectons pas nos engagements internationaux, notamment le traité de Maastricht. Or, j'entends bien que beaucoup de gens sont horrifiés par le traité de Maastricht, mais il a quand même été approuvé, rappelons-le, par un référendum en France. Autant les traités, notamment le traité constitutionnel de l'Union européenne a fait l'objet d'un référendum négatif, et on peut dire que le traité de Lisbonne, qui a visé à le remettre dans le circuit par des voies parlementaires, était une forfaiture, autant le traité de Maastricht a été en France approuvé par un référendum en bonne et due forme, et donc c'est difficile d'expliquer qu'aujourd'hui tout ça c'est de l'abus de pouvoir de la part de l'Union européenne, et c'est difficile d'expliquer que donc il ne faut pas respecter ces traités. Voilà. Donc dans la pratique, redisons-le, il va falloir prendre des mesures impopulaires, et on sait que l'essentiel des réserves est dans le modèle social qui est déficitaire et dont le déficit va augmenter. Donc si le Rassemblement national met réellement son programme en œuvre et notamment préserve la sociale, comme on dit, eh bien il va être sous l'effet de pression internationale de plus en plus forte et sous l'effet d'une spéculation financière. Et là-dessus, on aura deux voies possibles. C'est-à-dire la première voie, celle que j'entends de temps en temps, même régulièrement, qui est on n'a qu'à interdire les agences de notation, on n'a qu'à ne pas rembourser la dette, on n'a qu'à faire comme si de rien n'était, etc., etc., etc. Et c'est la stratégie que finalement la Grèce n'a pas suivie en 2013 face au risque que ça représentait
de rupture pour le pays et d'isolement comme l'Albanie. Et au fond, cette stratégie de on n'a qu'à ne pas se préoccuper de nos engagements, on n'a qu'à ne pas tenir nos engagements financiers et nos engagements internationaux, et c'est une stratégie de rupture de type Corée du Nord ou Albanie. L'autre voie, c'est de dire on se montre raisonnable et à un moment donné on réduit le déficit. Et là aussi il y a deux voies possibles, c'est-à-dire que si on dit on ne diminue pas les dépenses et notamment on ne s'aligne pas sur ce qui fait consensus dans l'Union européenne, c'est-à-dire la retraite à 67 ans, eh bien on devra augmenter les recettes, c'est-à-dire aller chercher des impôts nouveaux. Et ces impôts nouveaux, ils vont être essentiellement frapper ceux qui peuvent en payer, c'est-à-dire globalement les entrepreneurs qui aujourd'hui bénéficient d'une fiscalité plus favorable, et encore, on pourra en discuter très longtemps, que les salariés, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, il se rémunère avec un risque, et le salarié, lui, ne prend pas de risque. Donc, on voit bien que l'idée de réindustrialiser la France en persécutant fiscalement les industriels, les entrepreneurs, les entreprises, va poser un problème de crédibilité au Rassemblement national et va obliger le Rassemblement national à sortir de ses contradictions. Et ça, c'est un risque politique parce que beaucoup de Français sont convaincus qu'il existe de l'argent caché, qu'il existe des magots, comme on disait à une époque, et qu'au fond il suffit d'aller chercher le magot pour régler le problème des finances publiques qui n'en est pas un. Et le Rassemblement national qui aujourd'hui maintient l'ambiguïté sur ce point et ne dit pas aux Français vous allez devoir faire des efforts pour vous en sortir, et ces efforts ne concerneront pas que les immigrés, eh bien il va devoir dire aux Français en fait on vous a un peu menti, on ne peut pas exactement mener la politique qu'on avait annoncée. Alors il se trouve qu'en Italie, Meloni a en partie négocié le virage en se ralliant massivement à l'Union européenne et en négociant un retour à l'équilibre financier pour l'État italien à un rythme ralenti. Donc elle n'a pas complètement joué le jeu. Le Rassemblement national aura probablement la tentation de faire la même chose. La question est celle de la croissance à long terme et de l'équilibre financier des Français à long terme. C'est-à-dire que plus on tarde à faire les réformes nécessaires pour revenir aux équilibres budgétaires, et plus structurellement on affaiblit le pays et on met en danger l'épargne des épargnants. Et je referai des vidéos sur ce sujet. Je vais notamment faire une vidéo pour dire, face au risque d'impôt, quelle stratégie avoir pour éviter de se faire racketter par l'État dans l'hypothèse où Jean-Philippe Tanguy serait ministre des Finances à partir du 15 juillet. Voilà, sachez qu'il y a des risques et qu'il faut composer avec ces risques. Je fais une vidéo sur ce sujet. Je referai des vidéos ouvertes sur comment on fait pour sortir de ce chaos où nous nous trouvons. À très vite, mes amis.